Ce n'est qu'une maison. Arrête d'en faire tout un drame. Cette simple phrase de ma mère a fait voler en éclats l'illusion de la famille que j'entretenais en moi, dans un fracas assourdissant. Même à des milliers de kilomètres, elle a résonné au plus profond de mon cœur. Ce fut un choc si violent qu'il a instantanément vidé de leur sens des mots comme chaleur et confiance. Je m'appelle Solène, j'ai 30 ans. Après avoir fait carrière comme infirmière, je suis maintenant volontaire dans un camp médical au Rwanda, en Afrique de l'Est. Les tentes de fortune qui nous servent de dispensaires se transforment en véritables saunas sous la chaleur, avec une électricité instable et des conditions sanitaires précaires. Fournir des soins médicaux ici est une source de tension constante. Pourtant, c'est le chemin que j'ai choisi. C'est une vie rude, sans aucun doute. Mais pas une seule fois je n'ai regretté d'être ici ou d'avoir fait ce choix. Ce jour-là, après avoir terminé les soins du matin, j'ai retiré mon masque trempé de sueur et bu une gorgée d'eau. L'eau fraîche a glissé dans ma gorge desséchée. J'ai levé les yeux vers le ciel. Il était d'un bleu infini, infiniment lointain. Dans ce moment de calme au milieu de l'agitation, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est cette maison dans les Yvelines, la maison que Lucas et moi avions choisie ensemble, participant même à sa conception. À mon retour en France, je devais enfin m'y installer pour de bon. Mais à peu près à la même période, à mon insu, quelque chose d'impensable avait commencé à se tramer. J'ai appris plus tard qu'un week-end, ma sœur Manon était rentrée à la maison pour la première fois depuis longtemps. Elle avait les bras chargés de cadeaux et arborait, paraît-il, un air faussement modeste. « Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. » Assise sur le canapé, Manon a commencé à parler en tripotant son téléphone. « Ça va coûter beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu. Je ne veux pas faire de compromis sur la robe, et je veux que le repas soit quelque chose que nos invités apprécient vraiment. Je veux aussi me concentrer sur les arrangements floraux et la décoration des tables. Pour le voyage de noces, on pense à Bali, et il faut encore meubler le nouvel appartement. En tout, je suis sûre que ça va dépasser les 30 000 €. Un silence s'est abattu sur le salon. Ma mère et mon père ont échangé un regard furtif avant que ma mère ne prenne la parole. « D'accord, Manon. Je comprends ce que tu ressens. On va trouver une solution. » Sa voix laissait transparaître un soupir d'hésitation, mais ces mots suffisaient amplement à être interprétés comme une approbation. « Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. » Souriante, Manon s'est levée et s'est dirigée vers l'entrée, visiblement satisfaite. Après que la porte se soit refermée, mes parents se sont dirigés en silence vers la cuisine et se sont assis chacun avec un verre de thé glacé. Dans la maison silencieuse, leurs regards se sont à nouveau croisés. « Comment est-ce qu'on est censé trouver une telle somme ?» La voix de mon père était basse. Elle laissait deviner de nombreuses conversations similaires qu'ils avaient probablement eues auparavant. « On peut vendre la maison de Solène ? Attends, tu es sérieuse ? » Je suis très sérieuse. Elle est partie à l'étranger et on ne sait même pas si elle reviendra. La maison est vide depuis son départ pour le Rwanda. Tu ne penses pas qu'il vaut mieux agir maintenant ? Il te faudrait sa signature. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ma mère a décollé un vieux document qui était fixé au réfrigérateur avec un aimant. C'était la copie d'un formulaire de procuration que je leur avais envoyé un jour. Il y avait mon écriture, ma signature. Tout y était. Si je copie ça, ça aura l'air assez vrai. On a aussi scanné sa carte d'identité, tu te souviens ? Après un moment de silence, mon père a marmonné « C'est complètement illégal. » Je sais, mais si c'est pour le mariage de Manon, je le ferai. Apparemment, c'est ce que ma mère a dit, d'un ton sans appel. Quelques jours plus tard, elle a contacté un agent immobilier de leur connaissance et a menti, disant qu'elle avait reçu mon consentement verbal. Elle a secrètement falsifié les documents de propriété en utilisant l'ordinateur et le scanner de la maison. Au représentant de l'étude notariale, elle a affirmé « Ma fille travaille à l'étranger et elle a envoyé les documents signés par scan. » Elle et mon père ont imité ma signature en utilisant de vieux papiers à mon nom pour créer le compromis de vente. Il n'y a eu aucune vérification par le notaire à ce stade, et la vente a progressé avec la signature falsifiée. Le prix de vente était de 400 000 €. Une partie de cet argent devait financer le mariage de Manon, son voyage de noces et les préparatifs de sa nouvelle vie. Mes parents croyaient avoir acheté le bonheur de la famille. Pour eux, c'était peut-être une décision nécessaire ou une solution temporaire. Mais pour moi,
C'était le moment où ma vie a été piétinée. Quelques après-midi plus tard, je venais de finir de voir des patients et je faisais une pause quand j'ai ouvert mon téléphone. Dans ma boîte de réception se trouvait un email inconnu. L'objet était « Confirmation concernant la vente de votre bien immobilier ». Je ne reconnaissais pas le nom de l'agent immobilier, mais à la lecture du contenu, mes genoux se sont dérobés. Nous vous contactons au sujet de la vente de votre propriété. Sur la base des documents soumis, nous procédons aux dernières étapes du transfert de propriété. Cependant, comme le bien est en indivision avec M. Lucas, nous aurons également besoin de sa signature et de ses pièces d'identité. Une vente, ma maison. Ma vision s'est assombrie. J'ai immédiatement appelé Lucas, mais c'était une nouvelle pour lui aussi. En tant que copropriétaire, il n'avait pas du tout été contacté. J'ai rapidement joint le clerc de notaire qui avait envoyé l'email. Encore sous le choc, j'ai demandé qui avait soumis les documents. La personne à l'autre bout du fil a hésité un instant. Après m'avoir mis en attente avec un « laissez-moi vérifier », il est revenu avec une réponse claire et ferme. Tous les documents ont été soumis par Madame Alice Bernard et Monsieur Victor Bernard. Ce sont des membres de votre famille? À cet instant, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. C'étaient morts bien mes parents. Tremblante de colère, j'ai appelé ma mère. « Réponds-moi tout de suite. Avez-vous vendu la maison? C'était pour le mariage de Manon. Tu ne voulais pas aider, alors nous n'avions pas le choix. Vous avez falsifié ma signature et vendu ma maison sans ma permission. À quoi pensiez-vous? Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Manon est ta sœur. Puisque tu ne voulais rien faire, nous sommes intervenus. Aurais-tu vraiment pu voir ta sœur être humiliée? » Avant que je puisse répondre, ma mère a haussé le ton. « Ce n'est qu'une maison. Arrête d'en faire tout un drame. » À ce moment-là, j'ai entendu quelque chose se fissurer au plus profond de ma poitrine. À chaque battement de cœur, j'avais l'impression que quelque chose de froid s'échappait de cette fracture. « Juste une maison, dis-tu » ai-je finalement réussi à dire. Mais ma voix était étonnamment calme, même à mes propres oreilles. « As-tu la moindre idée de ce que j'ai traversé pour acheter cette maison? Au Rwanda, à lutter contre la maladie et la faim, tout en rêvant de l'avenir, je pensais avoir enfin trouvé un endroit où rentrer. Et tu appelles ça juste une maison? Eh bien, tu ne t'en tireras pas comme ça. Regarde la réalité en face. Une famille, c'est fait pour se soutenir. Au lieu de jouer les saintes à l'autre bout du monde, pourquoi ne te soucies-tu pas davantage des gens qui te sont proches? » Ces paroles ne ressemblaient plus à celles d'une mère. Elles sonnaient comme une formule magique utilisée pour écraser quelqu'un, en se cachant derrière le mot « famille ». C'était si éloigné de la définition de la famille en laquelle j'avais cru. Silencieusement, la colère a monté du plus profond de moi. Après avoir raccroché, j'ai pris une grande inspiration. Ma vie n'est pas quelque chose qui peut être réécrit pour la convenance de quelqu'un d'autre. Je ne pouvais plus rester silencieuse et laisser faire. J'ai décidé de faire face à cette injustice pour ma propre dignité. Puis j'ai immédiatement appelé Lucas. Après quelques sonneries, j'ai entendu sa voix. « Solène? »« Lucas, je suis désolée, mais je dois te parler d'urgence. Il se passe quelque chose de terrible avec la maison. » Sans même prendre le temps de reprendre mon souffle, j'ai tout expliqué. Que mes parents avaient falsifié ma signature et essayèrent de vendre la maison sans permission. Qu'ils comptaient utiliser l'argent pour le mariage de Manon, son voyage de noces et sa nouvelle vie. Après un bref silence, Lucas a répondu calmement. « C'est bon. Le titre de propriété n'a pas encore été officiellement transféré. Ton nom et le mien y figurent toujours. Ça veut dire que si l'un de nous deux s'y oppose, on devrait pouvoir arrêter la vente. Je vais t'aider. » Ces mots ont fait naître la première faible lueur d'espoir dans ma poitrine. J'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé le premier pas pour me relever. La maison que Lucas et moi avions achetée était à nos deux noms. Sur le titre de propriété et le compromis de vente, il y avait des champs de signature clairement indiqués pour les deux propriétaires. Avec seulement ma signature falsifiée, la vente ne pouvait pas être finalisée. Mes parents n'avaient absolument rien compris à ce système. J'ai immédiatement contacté l'étude notariale et déclaré formellement que je ne consentais pas à la vente et que la signature était un faux. J'ai également soumis des documents prouvant que Lucas n'avait pas donné son accord. La nouvelle a dû parvenir d'une manière ou d'une autre à ma mère. Bientôt, ses appels sont devenus incessants. Chaque fois que je vérifiais mon téléphone pendant les pauses de mon volontariat, les messages vocaux et les SMS s'étaient accumulés. « Qu'est-ce que tu as fait? Si tu ne t'en étais pas mêlé, tout se serait bien passé. Pourquoi gâches-tu le moment le plus important de la vie de ta sœur? »
Chaque message était à sens unique, rempli de reproches, ignorant mes sentiments et ma situation. Comme je ne répondais pas, j'ai commencé à recevoir des appels de mon père également, me disant « Je suis déçu, tu nous as laissé tomber ». Puis j'ai appris autre chose, quelque chose d'encore plus troublant. Un parent m'a confié discrètement « Ta mère raconte partout que Solène est émotionnellement instable ces derniers temps et qu'elle ne peut pas prendre de décisions sensées. » Apparemment, le simple fait d'arrêter la vente était présenté comme un comportement erratique. Mon père ne le niait pas non plus. En fait, il aurait dit des choses comme « Notre famille est déchirée parce que Solène a refusé d'aider pour le mariage de Manon. » Comme si j'étais la raison pour laquelle la famille s'effondrait. Ce qui m'a encore plus choquée, c'est la réaction de ma sœur. Manon a commencé à publier sur les réseaux sociaux, prétendant « Ma sœur m'a fait du mal, mariage gâché par ma sœur, mon rêve brisé, fiancé brisé. » Les photos incluaient un visage feignant d'essuyer des larmes, une photo d'essayage dans une robe de mariée qu'elle prétendait avoir achetée elle-même, et des parties de la décoration du lieu de réception. Elle avait dû être abreuvée d'histoires sans fondement par nos parents. Solène a toujours été contre ton mariage. Elle ne veut pas que tu sois heureuse. Non seulement elle a refusé d'aider avec les frais, mais elle a essayé de détruire complètement le mariage. Manon a dû croire ses paroles. Elle semblait vraiment penser que je ne bénissais pas son mariage et que je la jugeais. Les malentendus et les émotions ont fait boule de neige, et elle a commencé à se peindre en victime dans son histoire sur les réseaux sociaux. Les commentaires de sympathie affluaient sous ses publications, et elle en paraissait presque fière. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle a également monté Hugo, son fiancé, et sa famille contre moi, disant que j'étais une sœur problématique qui essayait de contrôler la famille et quelqu'un qui ne se souciait que de sa propre carrière et méprisait les autres. En conséquence, la famille d'Hugo est devenue méfiante, et bientôt Hugo lui-même est devenu confus, tendant rapidement les relations entre les deux familles. Puis, un soir, j'ai reçu un appel vidéo de Lucas. Derrière lui se trouvait le salon de la maison. Il me semblait familier, mais il a aussi provoqué un malaise dans ma poitrine. Hugo et Manon ont rompu leurs fiançailles. Il l'a dit si soudainement que je suis restée à fixer l'écran. Pourquoi? Je suis tombée sur les réseaux sociaux de Manon. Elle publiait des trucs comme mariage refusé par ma sœur et fiancé blessé. Ça devenait incontrôlable. Alors, j'ai contacté Hugo par un ami commun. Lucas et Hugo travaillaient dans le même secteur et avaient quelques amis en commun. Je lui ai tout raconté. Ce qu'on t'a fait, ce qui s'est passé avec la maison, et que toutes les preuves étaient là. Hugo est resté silencieux. Puis, plus tard, il a apparemment engagé un détective privé et a enquêté lui-même. La voix de Lucas était calme, mais en dessous, je pouvais sentir sa colère et son incrédulité. Tentative de fraude, faux documents, tout ce que tes parents ont fait a été mis en lumière. Alors la mère d'Hugo a dit « On ne peut pas s'allier à une famille pareille » et les fiançailles ont été rompues. Je ne pouvais que fixer l'écran, sans voix. Manon avait essayé de jouer la victime sur les réseaux sociaux, pour finalement détruire l'illusion qu'elle avait construite de ses propres mains. Pourtant, je ne ressentais pas la moindre once de sympathie. Avec les fiançailles rompues, Manon a tout perdu. Le lieu de réception déjà réservé, le traiteur, les arrangements floraux, le photographe et le voyage de noces à Bali ont tous été annulés, et l'avenir qu'elle envisageait s'est effondré avec eux. Naturellement, elle n'avait aucun moyen de payer les frais d'annulation et les factures de chaque prestataire se sont accumulées, finissant par rester impayées. Bien qu'elle ait un jour souri brillamment sur les réseaux sociaux, ses publications ont progressivement diminué jusqu'à ce qu'elle laisse finalement un bref message. Elle s'est excusée pour le dérangement et a rendu son compte privé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une réponse officielle de l'étude notariale. L'un des copropriétaires ayant soumis une déclaration claire de non-consentement, la vente sera considérée comme invalide. La vente a été stoppée net. L'acheteur a été informé de la situation et le contrat a été annulé. Les 400 000 € de recettes que mes parents croyaient avoir obtenues se sont avérés n'être qu'un mirage. Compte tenu du fait que j'ai failli tout perdre, c'était déjà plus qu'une délivrance. Mais juste à ce moment-là, un appel de mes parents est arrivé. Ma mère a crié au téléphone. « On a utilisé ton nom parce qu'on le devait. On n'imaginait pas que tu t'interposerais dans la vente. Parce que vous le deviez, alors vous avez falsifié ma signature sans permission ?» ai-je répondu calmement.
Tu es à l'étranger. Je ne pensais pas que tu remarquerais les détails de toute façon. Alors, parce que je ne le remarquerai pas, tu as pensé que tout était permis. C'est comme ça que fonctionne ta version de la famille? Après une pause, mon père a marmonné d'une voix basse. Arrêtons tout, Alice. Si on va à la police, on pourra peut-être prétendre qu'il y avait une raison valable. Le justifier. J'ai forcé les mots à sortir, retenant ma colère. Ce que vous avez fait est une fraude, et vous l'avez fait en prétendant être une famille. Vous n'avez aucun droit de réécrire ma vie. Pourtant, mes parents n'ont pas reculé. C'est nous qui nous sommes fait avoir, a dit ma mère. Et, chose stupéfiante, elle a déposé une fausse plainte à la police. Elle a affirmé qu'un imposteur utilisant le nom de notre fille avait interféré avec la vente. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu le souffle coupé. Je ne pouvais pas croire que mes propres parents pouvaient mentir si facilement et sans honte. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai immédiatement appelé Lucas. « Solène !» Sa voix calme est parvenue à travers le combiné. « J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, écoute-moi maintenant. »« Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ?»« Ma mère. Elle a porté plainte contre moi à la police, en prétendant que je suis une fraudeuse. Elle a dit « Quelqu'un utilise le nom de Solène pour interférer avec la vente. C'est un mensonge complet. Ils essaient de me faire accuser pour justifier ce qu'ils ont fait. » Après quelques secondes de silence, Lucas a parlé doucement. « Je n'arrive pas à y croire. Non, je ne veux pas y croire. Mais honnêtement, je ne suis même plus surpris. Je ne peux plus rester silencieuse. Ils ont failli me voler ma maison. Ils utilisent le mot « famille » pour manipuler ma vie comme ils le veulent. Et maintenant, ils essaient de me transformer en criminelle. » Je pouvais entendre la respiration de Lucas devenir plus lourde. « On va les poursuivre en justice. » Cette seule phrase a rempli ma poitrine de chaleur. Quoi? Ce qu'ils ont fait est clairement illégal. Falsification de signature, soumission de documents frauduleux et maintenant dépôt d'une fausse plainte. Ce n'est plus seulement ton problème, ils ont aussi utilisé mon nom. C'est notre combat. Merci, Lucas. Nous avons les preuves, les documents, les emails, les conversations enregistrées. Passons par un bon avocat et portons plainte pour fraude. Oui, je pensais que c'était la seule solution aussi. Pour être honnête, ça me rongeait de te voir traverser tout ça pendant que je restais les bras croisés. Mais tu as été si forte. Je veux être à tes côtés maintenant. J'étais sans voix. Savoir que quelqu'un était prêt à se battre à mes côtés. Rien que ça a allégé quelque chose au plus profond de mon cœur. Cette nuit-là, j'ai rassemblé les preuves nécessaires et, en collaboration avec Lucas, j'ai tout soumis à un avocat. La preuve de la fausse plainte, les signatures falsifiées requises pour la vente, les violations de procédures commises par mes parents et le témoignage de Lucas. Nous avons procédé avec prudence mais détermination. Quelques semaines plus tard, mes parents ont été formellement inculpés pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée, et dénonciation calomnieuse. Ce n'était pas encore fini, mais pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir atteint la ligne de départ. Ce soir-là, mon smartphone a vibré. Le nom de ma mère est apparu sur l'écran. J'ai eu un mauvais pressentiment, mais j'ai répondu à l'appel. « Solène, à quoi tu penses? Poursuivre tes propres parents en justice? Tu es folle ?» Elle criait dès le début. « La seule personne saine d'esprit ici, c'est moi. Ce que vous avez fait est un crime. » « Quel crime? Tu traînes tes parents au tribunal? Quelle personne sans cœur fait ça? Laisse-moi te poser une question. Si ta famille falsifiait ton nom, vendait ta maison, puis t'accusait de fraude quand tu essayais de l'arrêter, est-ce que tu resterais silencieuse et leur pardonnerais? On l'a fait pour Manon. N'est-elle pas pitoyable? Le mariage, le voyage, tout est gâché. Alors vous avez utilisé ma vie comme prix pour sa pitié. Sans me demander la moindre chose, vous avez pris toutes les décisions vous-même. De l'autre bout du fil, la voix lourde de mon père s'est interposée. « Tu es trop froide. Ça aurait pu se résoudre avec une simple conversation. Tu devrais penser à ce que les autres en penseront. Si ça avait pu se résoudre par une conversation, alors pourquoi ne m'avez-vous pas parlé dès le début? Vous avez falsifié des documents, manipulé ma vie, et vous pensez toujours que c'est ce qu'un parent devrait faire? » Ma mère a éclaté d'émotion. « Ingrate! Qui crois-tu qui t'a élevé? La seule raison pour laquelle tu peux faire ce que tu veux au Rwanda, c'est parce qu'on t'a soutenu. Je ne suis pas arrivée là grâce à vos sacrifices. J'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai construit cette vie de mes propres mains. Vous n'avez aucun droit de prétendre m'avoir soutenue.
Si ça va au tribunal, c'est la fin de notre relation. Es-tu vraiment prête à aller aussi loin? Oui, ça me va. Je pouvais sentir ma mère rester sans voix. J'ai été liée par le mot famille toute ma vie, mais plus maintenant. Même une famille n'a pas le droit de piétiner la vie de quelqu'un. Je protégerai mon nom et ma vie. Alors fais comme tu veux. Sa voix était faible. Je n'ai pas élevé une fille comme toi. C'est réciproque. Clic. L'appel s'est terminé. J'ai doucement posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient, mais au fond de moi, je me sentais calme. Pour la première fois, j'étais vraiment prête à reprendre ma vie en main. Ensuite, je me dirigerais vers le palais de justice, même si l'adversaire était mes propres parents. Il y a des limites qui ne devraient jamais être franchies. J'étais prête à le prouver devant un tribunal, mais je ne pouvais pas me rendre au procès tout de suite. J'étais encore sur le terrain au Rwanda, travaillant dans un camp médical qui aidait à préserver des vies. Chaque jour, je regardais les patients dans les yeux et faisais tout mon possible pour les soigner. Ce travail m'a empêché d'être submergée par mes émotions. La nuit, sous le ciel étoilé, mes pensées dérivaient vers le procès à venir. Parfois, je me demandais si c'était vraiment la bonne chose à faire. Mais ce qui me revenait toujours à l'esprit, c'étaient les mots que ma mère avait prononcés lors de cet appel. « Ingrate, je ne t'ai pas élevée. Tu ne fais pas partie de la famille. » Je n'avais plus besoin d'être liée à des gens qui disaient ces choses. Des mois plus tard, la mission de volontariat s'est terminée sans encombre. Dans l'avion du retour, j'ai fermé doucement les yeux. En me remémorant le coucher de soleil africain au-delà de l'horizon, je me suis dit « Tout ira bien maintenant ». Le jour de mon retour en France fut un matin d'automne frais. En sortant de l'aéroport, un vent humide m'a effleuré la joue et la réalité m'a rattrapée. Mais je n'avais plus l'intention de fuir quoi que ce soit. Quelques jours après mon arrivée, je me suis rendue au palais de justice avec mon avocat. J'ai pris une profonde inspiration devant le bâtiment. J'y suis enfin arrivée. Mes parents n'étaient pas encore apparus, mais je savais que je leur ferais bientôt face au tribunal. Pourtant, je n'allais pas simplement terminer cette histoire en tant que victime. Pour protéger mon nom et ma vie, et pour m'assurer que personne ne les piétine plus jamais, je me battrai. Je me suis tenue au tribunal. Alors que je prenais place à la barre des témoins, l'air dans la salle d'audience s'est alourdi. Devant moi se trouvaient le juge et les jurés. À ma droite, mon avocat. À ma gauche, mes parents, la tête baissée. J'ai regardé droit devant moi et j'ai commencé à témoigner. Je ne déteste pas mes parents, mais ce qu'ils ont fait est clairement un crime. Ils ont falsifié ma signature, tenté de vendre un bien sans mon consentement, puis ont essayé de me faire accuser pour couvrir leurs méfaits. Un silence a suivi. J'ai continué à parler. Ce n'est pas parce que nous sommes une famille que tout est permis. Je suis ici aujourd'hui pour protéger mon nom et ma vie. Les preuves soumises étaient exhaustives. Les résultats de l'analyse graphologique, les contrats falsifiés à mon nom, les documents juridiques, les emails et les enregistrements de la fausse plainte à la police. Chaque pièce témoignait de la gravité des actes de mes parents. Poussée par son avocat, Alice Bernard s'est présentée à la barre. Solène a toujours été indépendante, n'a jamais causé de problème. C'est pourquoi j'ai pensé que pour une fois, ce ne serait pas grave. Je ne voulais pas gâcher le mariage de Manon. Et la fausse plainte concernant quelqu'un qui se faisait passer pour votre fille pour interférer avec la vente, a demandé le juge. Alice a hésité un instant, puis a hoché faiblement la tête. Victor Bernard a également parlé, la voix tremblante. Nous avons réalisé en cours de route que nous étions allés trop loin, mais nous avions l'impression qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le procureur a élevé la voix. Il ne s'agit pas simplement d'une erreur parentale. Il s'agissait d'une fraude préméditée, d'une dénonciation calomnieuse malveillante et d'un crime qui a piétiné la vie de la victime. Le procès a duré plusieurs mois, tous les témoignages et toutes les preuves ayant été présentées. Puis vint le jour du verdict. J'étais assise tranquillement sur le banc en bois de la salle d'audience. Les accusés, Alice Bernard et Victor Bernard, vous êtes inculpés de tentative d'escroquerie, de faux et usage de faux en écriture privée et de dénonciation calomnieuse. Ce tribunal reconnaît toutes les charges et estime que vous portez une responsabilité sociale importante. Par conséquent, le tribunal condamne les deux accusés à 1 an et 6 mois de prison ferme. La salle d'audience est tombée dans le silence. Ma mère s'est effondrée en larmes, tandis que mon père est resté figé. Je les ai simplement regardés en silence. Il y avait une agitation dans mon cœur,
Mais ce n'était pas de la culpabilité. C'est enfin fini. Cette prise de conscience tranquille s'est répandue dans ma poitrine. En quittant la salle d'audience, j'ai pris une profonde inspiration. Maintenant, enfin, j'étais vraiment libre. Personne ne pouvait plus me contrôler. Quelques jours après le prononcé de la sentence, j'ai reçu un message de Manon. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café que nous fréquentions en famille quand nous étions enfants. Elle avait l'air un peu nerveuse, mais s'est assise en face de moi et a parlé directement. Je suis vraiment désolée. Je ne savais rien. Quand je leur ai parlé du mariage, tu as juste souri et dit de ne pas m'inquiéter. Je n'avais aucune idée qu'ils essayaient de vendre ta maison. J'ai lentement hoché la tête. Si tu comprends maintenant, c'est suffisant. À l'époque, tu pensais probablement être protégée. Je ne t'ai pas non plus bien expliqué les choses. Même ainsi, c'était mal de ma part de publier ces choses sur toi sur les réseaux sociaux. Je suis désolée. Manon s'est excusée avec ses propres mots et a dit qu'elle voulait suivre son propre chemin. Maintenant, en la regardant, j'ai vu quelque chose qui me rappelait mon propre passé. C'est bon maintenant, Manon. Vis ta vie, je vivrai la mienne. Après cela, Manon a cessé de dépendre de nos parents et a commencé à chercher un travail. La voir essayer d'être indépendante par elle-même m'a rendue quelque peu heureuse. Ma vie aussi a lentement retrouvé son calme. Et enfin, le mot « normal » a commencé à sonner juste à nouveau. Un jour, une lettre de mon avocat est arrivée. L'expéditeur était ma mère, depuis le centre de détention. Chère Solène, le début de la lettre ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais reçu d'elle auparavant. Elle commençait par des excuses. Sincères, maladroites, mais authentiques. Je suis actuellement un programme appelé thérapie cognitivo-comportementale dans l'établissement. Je passe chaque jour à affronter la peur et la vanité derrière mes actions et à quel point nous avons essayé de te contrôler et de te dominer. Je ne te demande pas de me pardonner d'avoir pris ton nom et ta dignité. Je veux juste m'excuser du fond du cœur. Je suis vraiment désolée. Même après avoir fini la lettre, je n'ai pas pu bouger pendant un moment. Il n'y avait pas de larmes, juste un sentiment tranquille que quelque chose au plus profond de moi se relâchait lentement. Plus tard, j'ai reçu des excuses de mon père également. Comme ma mère, il suivait aussi une thérapie cognitivo-comportementale et faisait face à ses propres faiblesses et aux choses qu'il avait fuies. Les deux lettres transmettaient constamment des regrets et la reconnaissance de leur compréhension tardive. Je n'ai pas pu écrire de réponse tout de suite. Le mot « réconciliation » me semblait encore un peu distant. Malgré tout, je n'étais plus consumée par la colère et la haine que j'avais autrefois ressenties. Je crois que le pardon signifie quelque chose de différent pour chaque personne. Je n'ai pas complètement pardonné à mes parents, mais j'ai aussi décidé de ne plus vivre en ne portant que de la haine. Ce n'est pas grave si ça prend du temps. Ce n'est pas grave si les choses ne redeviennent jamais comme avant. En ce moment, je cherche tranquillement ma réponse dans la vie que je mène par mon propre choix. Lucas et moi avons commencé une nouvelle vie ensemble. La maison qui nous a presque été enlevée est maintenant vraiment devenue notre foyer. Le matin, je regarde Lucas dans la cuisine pendant que je prépare le café. Au crépuscule, nous nous asseyons, enveloppés dans la brise qui entre par la fenêtre, lisant tranquillement, ou parfois parlant du passé. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais je ne suis plus liée par le mot « famille », ce nom, cette maison, et mon avenir. Je les ai tous repris de mes propres mains. Et aujourd'hui, j'ai écrit une réponse à mes parents. Cela ne veut pas dire que je leur ai pardonné. Cela ne veut pas dire que j'ai oublié. Mais j'ai décidé d'arrêter de vivre dans le passé. C'est ma vie, mon choix. Et je graverai cette nouvelle étape par moi-même. Fin de l'histoire.